Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Cette musique me dit quelque chose. Moi aussi. C'est fou. Ce Hein, pas le jingle des vraies voix. Ah, mais oui, c'est ça donc. Comment ça va, Philippe David? Ça va très bien. C'était bien ce week-end? Ah, c'était très bien. Oui, c'est très bien. À part qu'on a changé d'heure, j'ai eu un réveil un peu tôt dimanche matin, 7h du matin, c'est-à-dire 8h à l'heure d'été. C'est-à-dire, vous voulez nous raconter un truc intime? Non, pas du tout. Non, pas du tout, mais c'est que je me suis levé tôt. Vous me dites, hein, si jamais toutefois vous voulez qu'on en parle. Ça, c'est de l'info quand même. Ça, c'est la nympho. C'est pas pareil. Philippe Bilger est avec nous. Bonsoir, mon cher Philippe. Bonsoir. Bonsoir. Mes amis. Ravi de vous retrouver comme tous les lundis à nos côtés. Jean-Michel Fauvergue est avec nous, ancien député français, auteur du livre Ni capitulation ni résignation. C'est chez Fayard, ça sort. C'est sorti le 8 octobre. On vous souhaite la bienvenue. Bienvenue. On Merci en parlera. Cécile, bonsoir à tous Bien. et aux auditeurs. Bien entendu, on en parlera. Et Samuel Botton qui est avec nous, expert en communication chez Step Conseil. Ça va, mon cher Samuel? Très bien, et à ceux qui nous regardent en vidéo, non, je ne suis pas Jean Messiard sous cortisone. Je débunk. Ah oui, toutes les c'est rumeurs à mon sujet. Ah, il y a eu cette rumeur. C'était Ah Richard bon, il y a Ramos. Jean Messia maintenant? Quand j'avais 20 kilos de moins, oui. Ah ouais, d'accord. Ah bah c'est en fait. J'ai grossi depuis que je vous connais, Cécile. Ah bah tiens, moi aussi. Voilà. Ça aurait été pire l'inverse. C'est-à-dire que. Mais c'est vrai, on vous trouve des. Ça n'est que ça. On a un point commun, c'est qu'on est d'origine égyptienne tous les deux. D'accord. Sur le reste, j'imagine que ça doit être un peu le nez Ouais, bon, ok, et la ok. coupe. Bon, écoutez, voilà, c'est comme ça. On vous souhaite la bienvenue. En tout cas, Merci. on va revenir Il sur n'est pas de gauche, vous non plus. ce sommaire et avec cette semaine sous tension pour le gouvernement Le Cornu. Olivier Faure donne aux macronistes jusqu'à la fin de la semaine, hein, je l'ai dit tout à l'heure, pour éviter la censure. Est-ce qu'il y a une possible dissolution? Point d'interrogation. Et on vous pose cette question budget. Sébastien Lecornu peut-il éviter la censure? Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'êtes pas optimiste, puisque vous dites non à 84%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et puis on reviendra sur les émeutes de 2005, ça fait 20 ans, avec une police qui reste toujours pointée du doigt. Aujourd'hui, rien n'a changé, mais même si les faits sont établis. Eh bien, on vous pose cette question. 20 ans des émeutes de 2005, la police est-elle trop souvent injustement accusée? Vous dites oui à 89%, vous voulez réagir, encore et toujours le 0826 300 300. Alors revenons sur Sébastien Lecornu, et peut-il éviter la censure? Il s'annonce électrique. Les débats sur le budget de la France commencent dans l'hémicycle. Je pense que ce serait important que Madame la Ministre puisse nous dire est-ce que oui ou non vous envisagez le recours à ces ordonnances ou est-ce que c'est une hypothèse que vous écartez? Les députés socialistes réclament notamment la taxe Zuckman sur les ultra-riches. Oui à la justice fiscale, non à la surenchère fiscale. Maintenant, il y a une vraie demande de justice fiscale, et ça, il faut qu'on y réponde. Nous, ce qu'on veut, c'est un budget basé sur la baisse de la dépense publique et pas sur des énièmes augmentations d'impôts. Le gouvernement a comme objectif de donner un budget aux Français par voie du compromis sans recours au 49.3 dans cet hémicycle avant le 31 décembre. Il n'y a pas d'autre projet. Les vraies voix Sud Radio. Philippe Bilger, on sent que c'est tendu quand même. Oui, alors, 3 idées très rapides, ma chère Cécile. D'abord, on pourrait dire ironiquement que Olivier Faure menace tellement de la censure qu'il ne la fera pas. Premier point. Deuxième point, je suis frappé de voir à quel point le débat budgétaire, si j'ose dire, est gouverné, dominé par les rapports de force politiques. Chaque parti, manifestement, a une posture qui ne tient pas à la validité des textes, mais plutôt à l'envie de se camper face à l'adversaire. On voit tous le RN, LFI, le PS. Troisième élément, il me semble tout de même que la censure est possible, voire probable, dans la mesure où la taxe Zuckman ne sera pas votée, me semble-t-il, et de l'autre côté, on a un camp que Philippe a évoqué tout à l'heure, qui est vent debout contre tout ce qui peut représenter une augmentation d'impôts ou de taxes. Donc, sans être aussi certain que Philippe, qui est très doué pour les prévisions politiques et sportives, eh bien, je pense que tout de même, Sébastien Lecornu est un peu en péril. Alors Philippe, Olivier Faure avait dit, lundi, si j'ai pas, il y aura censure. Là, il part de la semaine maintenant. C'est mardi, C'est vous repoussé. savez, c'est un peu le mec qui roule les mécaniques et qui dit ah, tu vas voir ce qui va t'arriver, mais qui recule de 2 mètres à chaque fois, ce qui est quand même un peu amusant. Ça va amuser notamment Jean-Michel Fauvergue, qui en connaît Qui ne un rayon en recule sport jamais. de combat. Non, je trouve que là, on a dépassé toutes les limites du pathétique. Je vais vous prendre un exemple. J'ai été chercher quelques chiffres. On est dans la foire, le concours Lépine de la création d'impôts.
on est à 56% de dépenses publiques par rapport... l'URSS en 1980 était à 50%. Est-ce qu'on se rend compte et que les mecs nous disent il faut la taxe Zuckman, il faut taxer les héritages, il faut taxer ceci, il faut taxer cela. Les taxes, les Français n'en peuvent plus. Et les gens qui proposent des taxes, permettez-moi de vous le dire, sont des inconscients. Parce que ce sera la mort économique de ce qui reste encore en France d'industrie, notamment. Jean-Michel Fauvergue. Oui, alors, est-ce que la vraie question, c'est la censure ? Je ne sais pas, mais la vraie question serait, comme a dit Philippe, que les partis puissent se mettre d'accord et fassent des majorités, ne serait-ce que sur des projets. Mais là, on en est bien loin, parce qu'effectivement, ils se regardent tous le nombril, ils réagissent par rapport aux autres. Et ils ont tout, sauf une certaine idée de la France et sauf une certaine idée de comment sortir. Une certaine idée tout court, j'ai l'impression. Peut-être aussi une certaine idée, mais en tout cas, c'est lamentable parce que ceux qui souffrent sont les Français et la France aujourd'hui. Si le Cornu arrive à éviter la censure au vu de la multitude de problèmes différents et de sensibilités politiques à prendre en compte, on pourra lui donner un prix Nobel de la paix. Aujourd'hui, à l'instant T, au vu de tous les débats et les projets de loi qui nous attendent, j'ai du mal à imaginer cette configuration, et pourtant elle existe. Et après, il y a un autre point qu'on abordera plus tard, c'est effectivement les signaux qu'on doit envoyer aux agences de notation et à l'Union européenne. Oui, c'est vrai qu'en matière d'image, Philippe Bilger, aujourd'hui c'est très compliqué, parce que rien ne sort réellement finalement. Bien sûr, mais en même temps, encore une fois, je ne voudrais pas tomber dans la dérision. Mais j'ai étrangement du respect pour la vie parlementaire, même quand parfois elle ne le mérite pas. Je crois que ça va être passionnant. On ne sait jamais que le pire va advenir. Peut-être y a-t-il au dernier moment un sursaut de lucidité, de responsabilité. Je suis incurablement naïf à l'égard de la vie politique, alors que je ne crois pas l'être dans la vie. Mais ça veut dire que toutes les entreprises, par exemple Samuel, attendent de ce qui va se passer en fait. Elles sont dans une attente économique, mais j'irai même plus loin que ce que dit Philippe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut prendre en compte et le contribuable, donc la personne lambda, et le chef d'entreprise qui, parce que le serpent se mord la queue, est lié aussi au salaire des différents citoyens. Donc là-dessus, vous le verrez, sur le projet de loi sécurité sociale, sur les retraites, sur bien d'autres choses, on va aller taper sur les petites bourses. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est les petites gens qui vont devoir trinquer. Et ce qu'essaye de faire le PS finalement, c'est de revenir sur la question des hauts patrimoines. Donc, à voir comment ça va se passer. Et puis après, il y a une autre chose qui m'a intrigué ce week-end, c'est le vote commun de la France Insoumise et du Rassemblement National sur la question des retraités et du crédit d'impôt. Donc, vous avez deux partis qui sont en train de se positionner clairement sur la question du pouvoir d'achat, et parce que ensemble, Horizon, le Modem et les Républicains sont prisonniers de la rigueur budgétaire, ils peuvent perdre très gros sur ce terrain-là à court terme. Allez, 0826 300 300, on revient dans quelques instants si vous voulez bien entendu commenter ce qui est dit. Et puis l'actualité en général, vous êtes les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 19h30. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et autour de cette table, Philippe Bilger, bien entendu, Jean-Michel Fauvergue, important ancien député, auteur du livre Ni capitulation, ni résignation, sorti chez Fayard, c'était le 8 octobre dernier, donc il faut l'acheter avec, on le disait hors antenne, avec un très joli titre, sous-titre, Osons le courage. Oui. C'est très beau, je trouve. C'est surtout moi j'ai mis 2 ans à faire ce livre-là, c'est un livre programmatique, on en parlera tout à l'heure. On en parlera, bien sûr. Dans lequel je ne parle pas que de sécurité, que de justice ou d'immigration. Je parle aussi de beaucoup d'autres choses, en particulier ce que j'ai vu en tant que député et comment l'État s'est enlevé toutes les manettes pour pouvoir tout changer. On va en parler bien entendu avec Samuel Botton qui est avec nous. Et on revenait sur ce budget, sur cette censure, sur cette dissolution. Enfin, on ne sait plus. On avance. Samuel, aujourd'hui, un peu les mains sur les yeux en se disant espérons que ça passe. Mais que ça passe comment ? Alors, déjà, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Philippe. Si effectivement, il y a une semaine décisive où les parlementaires vont devoir se mettre au boulot et s'accorder, c'est celle-ci. Des amendements, il y en a beaucoup. Des débats, il va y en avoir énormément. Et alors après, quand j'ai su que je venais, je me suis un peu plongé sur le planning qui nous attendait. Donc aujourd'hui, on a eu un débat sur les recettes, fisc, taxation, etc. Demain, on attaque le volet de la retraite, le volet de la réforme des retraites suspendu. Donc patate chaude pour le prochain président de la République. Je pense qu'on peut acter définitivement que pour Emmanuel Macron, cette séquence-là est terminée. Oui. Et que le prochain aura à traiter. Alors moi, ce que je disais à l'époque de la réforme des retraites, c'est que
il n'y avait aucun intérêt à y revenir dessus pour les personnalités politiques, parce que c'est une réforme dont les Républicains avaient rêvé sans jamais aller jusque dans ce qui a été proposé, et que même le PS, je les imaginais mal revenir sur ce combat. Ils l'ont fait pourquoi ? Parce qu'à un moment, c'est aussi un levier de négociation pour eux. Je dis, vous avez la niche du Rassemblement national, et celle-ci, je la trouve très importante. Marine Le Pen, on peut en penser ce qu'on veut, mais elle a au moins une force, c'est d'avoir compris, il y a 4-5 ans, que toutes les campagnes nationales à venir allaient se jouer sur la question du pouvoir d'achat. Chose qu'elle ne lâche pas et qui va être sans doute au rendez-vous pour jeudi. Et puis alors après, on va rentrer dans le jeu des négociations, donc le PS qui met la pression, LR qui va forcément à un moment devoir se désavouer, parce que comme l'a dit Philippe, il y a des lois, on se renie, mais en même temps, vous avez 6 ministres, les Républicains, que vous allez être obligés de porter. Et puis il y a LR et LR. Hein. Il y a LR et LR, mais à la limite, ils ont été plus ou moins à l'unisson sur le vote. Et après, il y a la question des dépenses publiques, et là-dessus, en plongeant dans les projets de loi, j'ai le sentiment que effectivement la France d'en bas va encore trinquer, que le PS lui cherche des moyens pour aller sur les hauts patrimoines, et ce qui nous amène à des phases de en même temps. Et alors, Dieu seul sait si je suis partisan du en même temps, mais là-dessus, ça va être un peu compliqué. Philippe Bilger, il était très intéressant hier d'entendre Mathilde Panot sur au grand jury. Et d'abord, le ton n'était plus le même, et ensuite, elle avait une manière de dénigrer le PS, les socialistes qui n'étaient pas complètement dénués de fondement. C'est-à-dire qu'au fond, ils sont redoutables pour dire ce que la droite, parfois, ne dit pas aussi brutalement à l'égard des socialistes. Mais c'est pour ça que la taxe Zuckman, alors j'adore la taxe Zuckman light. Moi, c'est ce qui m'inquiète, parce qu'en général... C'est la taxe ou c'est pas la taxe, en fait? Oui, mais qui prend en compte les demandes de l'archevêque aussi. Oui, mais alors la question qui se pose, que moi je me méfie, parce que les édulcorants sont souvent plus mauvais pour la santé que le sucre. Donc à la rigueur, quitte à faire la taxe Zuckman, moi je fais ni la Zuckman ni la Zuckman light. Mais ça, c'est qu'un point de vue diététique. La taxe Zuckman light, pourquoi est-ce qu'ils la ressortent? C'est purement politique et stratégique. Parce que comme ils se sont fait avoir sur les retraites, qu'on le veuille ou non, parce que le budget passera par ordonnance, comme il n'y a pas de 49.3, il faut qu'ils montrent en cas de dissolution, pour pouvoir négocier soit des listes, soit des candidatures communes, soit des désistements au second tour, il faut qu'ils montrent qu'ils ont demandé quelque chose au gouvernement. Et donc, comme ce sera plus les retraites, comme ils se sont fait avoir, ce sera la taxe Zuckman. C'est purement stratégique. On est d'accord que là, on parle de ce qu'on appelle la popole, c'est-à-dire la police politicienne. Mais en attendant, la France a besoin d'un budget. En attendant, les chefs d'entreprise, ils sont plus qu'inquiets. Il y a des faillites en pagaille. Record mois après mois. Et c'est ça qui est... Et même des stratégies qui attendent. Et les Français voient ça, voient les croquignoles, ribouldins, Clochard, les pieds nickelés, pour ceux qui n'ont pas la ref. Là autour, on l'a parce qu'on a un certain âge, malheureusement. Mais c'est quelque chose de terrible pour la nation, de terrible. Et les hommes politiques et les femmes politiques ne sont pas, tous, quels qu'ils soient, ne sont pas à l'auteur. Allez, 0826 300 300, c'est Antoine qui nous appelle. Bonsoir Antoine. Oui, bonsoir. Oui, vous seriez pas lillois, vous, par hasard? Si. Ah, c'est bien vous, donc on vous attendait. Non, je plaisante. On vous écoute, Antoine. Et je voulais réagir à ce que vous disiez par rapport à la probable chance que le Cornu se fasse destituer. Enfin, je ne sais plus comment on dit. Censuré. Et moi, je pense que le seul moyen pour lui qu'il a de ne pas se faire censurer, c'est de jouer sur les peurs des socialistes et des républicains en leur brandissant une possible dissolution et la probabilité qu'ils ne récupèrent pas leur siège. Aussi. Ouais. Moi, je pense que c'est ce qui a déjà été fait par Macron. Oui, ça a déjà été fait, par Macron. Allez-y, Philippe. Je suis entièrement d'accord avec Antoine, parce qu'on reste dans la popole, comme le disait très justement Jean-Michel Fauvergue. C'est que, d'après certaines indications, Gabriel Attal aurait dit à Emmanuel Macron, si tu dissous, on revient à 30. Au PS, ils ont peur de revenir étriés aussi. Les LR ont peur d'être étriés, tout le monde a peur d'être étrié. Sauf le RN. Sauf le RN, voilà. Sauf le RN et LFI qui maintiendrait une grande partie de ses fiefs, à mon avis. Je suis pas d'accord. À mon avis, garderait... Mais on en a déjà parlé, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire, je pense qu'effectivement, le PS reviendra en lambeaux de cette élection, mais moins en lambeaux que la France insoumise. Parce qu'aujourd'hui, tu es sur un débat frontal où le premier ennemi des LFI, c'est ce que vous avez dit, c'est pas LR, c'est pas le RN, c'est le PS. Ils passent plus de temps à taper sur Brun et Fort qu'à s'occuper de ce qui se passe à côté. Alors,
Pour LFI, on n'est pas d'accord, mais ce serait probablement un raz-de-marée RN. Et comme personne n'a envie de perdre son siège, peut-être qu'ils ne censureront pas, juste pour garder leur gagne-pain. Philippe, Bilger. Sûrement. La dissolution, c'est une arme. Le paradoxe, c'est que elle fait peur, et en même temps, ce serait une solution radicale. Antoine, on vous entend, vous écoutez, Antoine. Non, je disais certainement, je suis d'accord avec votre analyse. D'accord, ok. En tout cas, l'échéance la plus importante, c'est quand vous qui avez le calendrier, c'est le 4 novembre. 4 novembre, c'est la première échéance. Oui. Et après, le Cornu, s'il survit au 4 novembre, il va falloir qu'il survive au 10 et qu'il aille jusqu'au 31 décembre. Et dans tout ça, il a le Sénat aussi contre lui sur certains aspects. Oui, bien sûr. La réforme des retraites, notamment. Larcher l'a dit. Larcher. Et puis là, ce week-end, il a pris 2-3 revers quand même. Oui, quelques-uns, mais justement dû au vote commun Rassemblement National LFI. Mais pour le coup... Et n'oublions pas une chose, c'est que la menace de dissolution devient de moins en moins crédible. Pourquoi ? Parce qu'il faut entre 20 et 35 jours après la dissolution. C'est-à-dire que, imaginons qu'ils dissolvent le 4 novembre, on ne peut pas voter avant le week-end du 1er décembre. Le temps d'installer les députés, comment est-ce qu'on fait pour faire un budget pour le 31 décembre ? C'est carrément impossible. Donc, loi spéciale. Comment ? Il y a des lois spéciales. Oui, il faut faire la loi spéciale ou alors que le budget soit renouvelé automatiquement comme le prévoit la Constitution. Mais ce qui fait des économies pour la France. C'est pas faux non plus. Donc on est dans une situation inextricable. Moi, je pense que tu fais ça, tu te mets à dos tous les commerçants à l'approche de Noël. Ça, on est bien d'accord. Il y a un moment donné, il va falloir choisir. Oui. Allô, tout de suite, on n'y croit pas. Les vraies voix Sud Radio. Et les douanes saisissent 800 000 euros, puis essuient une tentative de vol, ce qui est quand même hallucinant, on n'y croit pas, François-Louis Bourdeau. C'est une affaire de blanchiment peu banale. Dans la nuit du 18 au 19 octobre, les douanes de Cambo-les-Bains, donc c'est pas loin de Biarritz, interceptent une voiture en route vers l'Espagne. À bord, près de 800 000 euros en petites coupures. Le conducteur du véhicule est écroué, bien sûr, et l'argent placé sous scellé. Fin de l'histoire, me direz-vous ? Non, pas du tout. La nuit suivante, un inconnu tente de forcer les locaux des douanes, probablement pour récupérer le magot. Il repart bredouille, mais l'enquête, elle, prend de l'ampleur. Blanchiment, tentative de vol en bande organisée, tout est sur la table. Et Frédéric Sabila est avec nous, un spécialiste drogue et narcotrafic. Alors ça, c'est une histoire sans fin, c'est-à-dire je te récupère, je te la vole, je te la reprends, je te la redonne. Est-ce que c'est une histoire qui doit quand même nous inquiéter ? C'est-à-dire que quand on arrête quelqu'un et avec de l'argent liquide et que finalement il retourne chez les douanes le chercher, finalement plus personne n'a peur de plus personne en fait. Oui, alors c'est vrai que comme ça, on pourrait se dire que c'est plutôt drôle comme histoire, mais en fait derrière ce type. Derrière ce type de réaction, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un crime organisé de plus en plus puissant, en fait, d'autres capables de mener des opérations à essayer de récupérer de l'argent, vous voyez, auprès des services de douane. Heureusement, en France, on a encore un État fort, donc on peut se rassurer et voir que l'opération a échoué quelque part. Mais posez-vous des questions dans un État un peu plus faible où il y aurait de la corruption, par exemple, au sein des services de douane. Cet argent pourrait tout à fait être récupéré. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que oui, les narcotrafiquants ne doutent de rien, ça c'est clair. Jean-Michel Fauvert qui est avec nous, ancien patron du RAID, ça c'est des cas qui deviennent extraordinaires peut-être. Espérons qu'il reste extraordinaire. La problématique, c'est que effectivement, comme ça a été dit, les truands et en particulier ceux des narcos, les narcos ne reculent devant rien pour récupérer à la fois l'argent, mais aussi des produits. Et pourquoi pas effectivement attaquer les douanes, attaquer les édifices où il y a les scellés judiciaires, etc. C'est important. Ça c'est déjà fait par le passé. C'est déjà fait. Ceci étant, ça veut dire on est dans un état fort. Je dirais plutôt que on a une police et une gendarmerie, des services répressifs qui sont forts et qui réagissent. État fort, j'emploierais plus du tout ce mot-là aujourd'hui, mais effectivement, c'est inquiétant, et c'est inquiétant la manière dont maintenant les attaques sont faites, et en fait il y a un retournement de la situation, c'est qu'on doit craindre à chaque fois qu'il y a un danger particulier, qu'on se fasse attaquer par les truands. Contre-attaque, Philippe Bilger. C'est ça la grande différence, en effet. Lorsque il y a une légitime intervention policière, eh bien immédiatement et de plus en plus on voit les malfaiteurs
7 heures, réagir et venir reprendre la main. C'est exactement ce qui se passe là. Et on le voit dans l'attitude générale à l'égard des policiers auxquels non seulement on résiste, mais auxquels on donne des rendez-vous pour les frapper. Mais ça devient très préoccupant. Peut-être que s'ils étaient punis beaucoup plus par les magistrats, ça marcherait mieux. Frédéric Saliba, on n'imaginait pas, il y a 10 ans, le bureau des douanes où on a saisi une telle somme d'argent être attaqué par des voyous, non ? Oui, alors c'était un peu ça que je sous-entendais dans État fort. Moi, j'ai une expérience d'État beaucoup plus faible, d'État latino-américain, où les cartels de la drogue sont très très forts. Moi, je suis spécialisé dans le Mexique. Ce que je peux vous dire, c'est que oui, depuis, disons, 4-5 ans, la France a un peu basculé, c'est-à-dire que le crime organisé s'est renforcé. Et donc, nous avons en effet un chemin. Alors, on n'est pas encore comme les pays d'Amérique latine. Dans les pays d'Amérique latine, par exemple, alors non seulement ils récupèrent l'argent ou ils récupèrent les saisies, mais ils peuvent récupérer les corps, par exemple, de certains membres de leur cartel qui seraient morts sur le terrain et ils vont dans des morgues pour récupérer les corps. On l'a vu aussi avec ces attaques. Souvenez-vous, en avril 2025, attaque d'établissements pénitentiaires avec des voitures brûlées, des tags. Et là, en effet, on voit un phénomène qui est en train de se développer où le narcotrafic se met à défier l'État et donc à rentrer en relation directe, en fait, avec les autorités. Heureusement, quand je parlais d'État fort, vous avez tout à fait raison de le préciser, nous avons des forces de police et des forces d'investigation. On le voit avec l'affaire du Louvre, par exemple, qui vont très vite, qui sont très très bonnes. On l'a vu avec l'arrestation de Mohamed Amra. Mais en effet, de l'autre côté, le crime organisé se renforce, se diversifie et nous allons dans l'avenir voir de plus en plus de phénomènes de bras de fer. Et c'est là où l'État doit tenir, doit résister et ne pas tomber dans le tout répressif, une erreur fatale qu'a fait le Mexique. Merci beaucoup, Frédéric Saliba, spécialiste drogue et narcotrafic. Vous restez avec nous dans un instant, le tour de table de l'actu, et on reviendra sur ce livre de Jean-Michel Fauvergue, sorti le 8 octobre dernier, Ni capitulation, ni résignation. Osons le courage, et c'est chez Fayard. Vous avez des questions, vous êtes les bienvenus. 0826 300 300, on est ensemble jusqu'à 19h30. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vraie voix Sud Radio. 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Et autour de cette table, avec Philippe David, bien entendu, Philippe Bilger, Jean-Michel Fauvergue, ancien député et auteur de ce livre, Ni capitulation, ni résignation, sorti chez Fayard le 8 octobre. Et on va en parler maintenant. Et Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil. Buenas tardes, amigos. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Vous connaissez l'histoire de la femme qui va acheter un meuble chez Ikea? Non, taisez-vous, parce que là, ça... Le tour de table. De l'actualité. Jean-Michel Fauvergue, vous avez écrit ce livre, alors pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, chef du RAID de 2013 à 2017 et puis député entre 2017 et 2022, et vous avez voulu à un moment donné, j'imagine, à la suite de votre carrière, de ce que vous avez traversé d'une part sur le terrain et d'autre part dans l'hémicycle, ce qui s'est passé, vous vous êtes dit il faut peut-être écrire quelque chose, et il y a un mot qui revient qui est intéressant dans votre livre, c'est le courage. En fait. Oui, c'est exactement ça. C'est un livre qui m'a pris 2 ans d'écriture, de recherche. Il est actualisé, et on s'aperçoit que depuis des décennies, petit à petit, la France est en train de glisser parce que les dirigeants successifs sous nos yeux, de petites trahisons en grosse trahison, ont pas fait le job et ce qui était nécessaire, et n'ont pas pris les décisions nécessaires. Et aujourd'hui, on est au fond du trou, et il n'y a qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui au Parlement. On était en train d'en parler. Tout ça par manque de courage, et j'essaye de faire le bilan de ce qui s'est passé. Le fil rouge étant aussi le bouquin de Marc Bloch qui est L'étrange défaite. Et je constate, et je suis pas le seul d'ailleurs, je constate que on a dans notre époque aujourd'hui beaucoup d'ingrédients qui ont conduit à cette étrange défaite de 40 que Marc Bloch analysait. Est-ce que, Jean-Michel, votre modestie est légendaire, mais sérieusement, est-ce que dans ce livre, vous sortez
de l'aspect et des activités pour lesquelles vous avez été à juste titre admiré, tout le courage que vous avez manifesté à la tête du RAID. Est-ce que c'est un livre qui peut servir aux politiques en général? Est-ce que vous avez des points de vue sur tous les secteurs de la vie publique? C'est une très bonne question, et effectivement, j'ai été chef du RAID, j'ai été policier pendant 40 ans et chef du RAID, mais j'ai été aussi député pendant 5 ans, et j'ai vu comment les choses se passaient, et j'ai vu les limites de l'État. En fait, en réalité, on est toujours en train d'accuser le pouvoir en place ou le pouvoir d'avant, et bientôt le pouvoir d'après, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que ce pouvoir s'est démuni de ses pouvoirs, et que les contre-pouvoirs, eux, ont pris le pouvoir. On est par exemple dans un monde très judiciarisé, alors que ce soit la justice judiciaire, mais aussi la justice constitutionnelle, le Conseil d'État, etc. On a aussi des ONG, on a des associations, on a des autorités administratives indépendantes, qui sont extraordinaires. L'ARCOM, la défenseuse des droits, la défenseuse des lieux de détention, etc. Et la CNIL, etc., qui empêchent l'État de s'exprimer, et en tout cas qui revient. Pour ce qui est du Conseil d'État, on a un exemple récent avec la loi des mineurs qui revient sur ce que les hommes et les femmes qui ont été choisis par le peuple et pour le peuple, c'est-à-dire ceux qui ont été élus, eh bien, ne peuvent plus faire leur travail parce que un certain nombre de personnes dans ces cours suprêmes-là a décidé que c'était pas, par exemple, en équation avec la Constitution. Sachant que on ne juge pas avec la Constitution, on juge sur un bloc de constitutionnalité et sur des jurisprudences qu'on a créées au fur et à mesure du temps qui permet de rendre tout obsolète, tout ce que fait les hommes politiques et les femmes politiques obsolètes. Vous avez annoncé votre candidature à la présidentielle. Exact. C'est très récent. Oui. Est-ce que vous être candidat à la présidentielle quand on a été député macroniste, c'est pas être obligé de faire une rupture avec le bilan d'Emmanuel Macron quand on voit le bilan à N+8? Mais tout est... attendez, Philippe, tout est dans le bouquin. Il suffit de lire le bouquin. C'est une rupture avec tout ce qui a été fait auparavant. Pas tout. Il y a des choses qui ont fonctionné, et chez Emmanuel Macron, elles ont fonctionné. Il y a des choses qui ont fonctionné auparavant et tout. Mais aujourd'hui, dans le marasme dans lequel on est, c'est dû à une quarantaine d'années de politique où on a laissé aller les choses. Et effectivement, on doit être en rupture sur un certain nombre de choses. Et j'aborde plein de problèmes dans ce domaine-là, qui sont loin de mes compétences de policier, mais qui était tout proche de mes compétences de député. Je parle de la grande vieillesse, je parle du millefeuille administratif, je parle même de la transsexualité, et je parle de toutes ces minorités qui essayent elles aussi de prendre le pouvoir, alors que les minorités, on doit les défendre, mais qu'elles doivent respecter. En démocratie, c'est ça qui doit se passer normalement, qu'elles doivent respecter l'avis des majorités. Ça n'est pas du tout le cas. Il y a une espèce d'intersectionnalité, comme disent les indigénistes, etc. Voilà, qui fait que on essaye de tout casser, de casser notre société, et petit à petit on y arrive. Et c'est pour ça que je veux un sursaut, c'est pour ça que je veux du courage, et c'est pour ça que je me suis déclaré face au marasme actuel qui m'a, je dois dire, assez choqué. Aujourd'hui même, et les jours précédents à l'Assemblée nationale, pour ça que j'ai déclaré cette candidature-là, pour voir comment les choses vont bouillonner, et on va essayer de travailler là-dessus, faire bouger les choses. Ça, le bouquin, c'est un programme présidentiel qui était à disposition de tous. Maintenant, je me le mets à disposition de moi-même. Allez, Samuel Botton. Ouais, vous êtes un homme de sécurité, vous avez connu une des périodes les plus troubles pour la sécurité française, je pense au Bataclan, qui est un peu le point de départ de votre livre. Ce seront les 10 ans dans 15 jours. Hein. Et je me pose cette question aujourd'hui, quel regard... Plus que trouble, hein, dramatique. Oui, dramatique, voilà. Je me pose une question aujourd'hui, quel est votre regard sur la politique qui a été menée à l'intérieur ces 20 dernières années? Parce que d'un côté, on a des ministres successifs qui nous expliquent qu'ils ont tout fait mieux que leurs prédécesseurs et que tout le monde, et que les résultats sont bons. Et je vais vous dire une chose, j'ai regardé les chiffres de l'Assemblée nationale, il y a effectivement des progrès. Et de l'autre côté, on a quand même ce débat assez latent sur la question de l'insécurité en France, qui est ressenti par des franges de la population. Et du coup, vous, avec l'œil que vous avez pu avoir, vous avez connu le terrorisme, c'est-à-dire c'est au-delà de ce qu'on évoquait tout à l'heure, je parle des bandits et petits caïds de quartier. Comment vous le voyez et comment vous analysez ce travail ? Écoutez,
Écoutez, sur le terrorisme en particulier, là on peut quand même se dire une chose, c'est que les gouvernements successifs ont lutté contre le terrorisme, que la justice pour le coup dans ce domaine-là, elle n'a pas la main qui tremble, et que les choses sur l'acte d'attentat ou de préparation de l'attentat sont sévèrement réprimées. Il y a l'enquête d'abord et sévèrement réprimée. Mais ce qu'on n'a pas fait, ou on a peu fait, c'est de travailler sur le terreau. EAU du terrorisme, le terreau du terreau. Ça, on l'a pas fait. On l'a fait avec une loi, que moi j'ai votée, qui s'appelait la loi sur les séparatismes, qui a déjà fait évoluer les choses. Mais on le fait pas assez. Récemment, on a eu un rapport sur les frères musulmans. Il va falloir se motiver là-dessus. La deuxième chose, il faut arrêter de fermer les yeux. C'est ce que vous voulez dire. Oui, bien évidemment. Et la deuxième chose, osons le courage. Oui. Et puis autre chose de très très important, c'est la lutte contre les stupes. Ça choque. Qui finance le terrorisme, c'est important de le dire. Qui finance le terrorisme, et ouais, ça choque quand je dis que dans notre société, comme dans d'autres pays d'ailleurs, mais on parle de la France, il n'y a jamais eu de stratégie politique, je dis bien politique, de la lutte contre le terrorisme sur le long terme, sur une quinzaine d'années, avec des gens qui se mettent autour de la table de toutes tendances confondues en disant comment on va lutter contre ce fléau-là. Il n'y a jamais eu ça. Et la seule stratégie que l'on a aujourd'hui, c'est la stratégie des services de police, l'OFAST, etc. Mais ça veut dire que c'est quoi ? C'est du court terme ? C'est-à-dire que ça arrive ? C'est du donc, court-termisme, voilà. Bien sûr, et je vous rejoins, Samuel. Chaque ministre de l'Intérieur dit, voyez, on lutte contre le terrorisme, regardez les saisies, regardez les gens qu'on arrête. Mais ça, c'est le boulot des flics. On aurait aimé avoir... Alors, la dernière loi est très bonne, mais elle augmente la loi sur les narcos, passée par Retailleau, elle augmente le pouvoir des flics. Mais il n'y a pas de stratégie... si on avait voulu une stratégie, plutôt que de créer un parquet anti-narco, on aurait créé des circonscriptions d'exception pour les condamnés, pas pour faire l'enquête. Pour faire l'enquête, les flics et les magistrats savent le faire. C'est ensuite les condamner très fortement. Et très rapidement. Et puis, je développe tout un chapitre là-dessus parce que c'est important. C'est la mère des batailles. C'est ce qui nous pourrit la situation. C'est ce qui nous pourrit aussi notre économie parce qu'elle se grisifie avec l'argent sale qui est injecté dans l'intérieur des économies. Alors, malheureusement, on n'a plus le temps, mais on pourra en reparler, bien entendu. Ça s'appelle Ni capitulation, ni résignation. Osez le courage. Osons le courage. C'est chez Fayard. C'est sorti le 8 octobre. On fait une petite pause et on revient dans un instant avec l'info en plus. Et on revient sur ces TGV supprimé sur la ligne sud-est après un acte de vandalisme. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Tout le monde peut appeler, donner son avis, qui plaise ou qui plaise pas. L'important, c'est d'essayer de rester constructif. Et j'aime bien l'esprit qu'il y a chez vous. Ouais. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile de Ménibus, Philippe David. Et autour de cette table, chers amis, et merci d'abord d'être là tous les soirs entre 17h et 20h. On est très heureux avec Philippe David de vous accueillir. Autour de cette table, Philippe Bilger, Jean-Michel Fauvergue, ancien député, nouvellement auteur et ancien patron du RAID, avec ce livre Ni capitulation ni résignation, sorti chez Fayard, avec tout un tas de propositions, pas que sécuritaires, un petit peu partout, puisque le jeune homme, oui, vous êtes encore un jeune homme, Jean-Michel Fauvergue, se présente à la présidence de la France. Voilà. Et puis, ça va Philippe David ? Ça va très bien, et vous ? Et allez, tout de suite, l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Et des TGV supprimés sur la ligne sud-est après un acte de vandalisme. Oui, depuis ce matin 6h, elle est paralysée par un acte de vandalisme entre Lyon et Avignon, à proximité de Valence. 16 câbles incendiés et des trains supprimés, jusqu'à 3 heures de retard entre Paris et le Sud. La SNCF passe d'une reprise progressive ce soir. Nous sommes en compagnie de Michel Quidor, vice-président de la FNOT, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Michel Quidor, bonsoir. Bonsoir, merci. Bonsoir. D'avoir accepté notre invitation à Sud Radio. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que finalement nos réseaux ferrés sont-ils vulnérables ? Écoutez, comme toutes les activités en réseau, malheureusement, je rappelle qu'en France, il y a 30 000 kilomètres de voies ferrées.
et que dont un bon nombre de kilomètres se trouvent en race campagne, il est évidemment impossible de surveiller l'ensemble de ce kilométrage, de tout contrôler. Alors la SNCF qui vous parlera sans doute, je sais qu'elle met en place des surveillances, des patrouilles, des drones, etc. Mais on est dans une industrie de réseau qui est vulnérable, comme d'ailleurs le sont les lignes électriques aériennes, les réseaux de télécom et autre chose. Donc on entre dans une phase où là, ce qui est préoccupant jusqu'à maintenant, on avait des vols de cuivre, puisque les câbles de cuivre commandent la signalisation et les aiguillages. Et ça se revend très cher, c'est pour ça qu'on les vole. Et qui se revend très cher. Mais maintenant, on est passé à une phase un peu supérieure. Le premier exemple retentissant a eu lieu il y a un peu plus d'un an. Le premier jour des JO, il y a trois lignes TGV qui ont été en même temps. Et vous dites vandalisme, moi je dirais sabotage. Et là, on est quasiment dans la même dimension. Alors il se trouve que là, on a eu la conjugaison d'un vol de cuivre et un peu plus loin d'un acte de vandalisme, d'un acte de sabotage qui consiste non pas à voler les câbles mais à les incendier, ce qui revient au même et ce qui oblige la SNCF à réparer. Seulement, effectivement, ça prend du temps. Et qui met en danger les passagers, bien entendu. Et puisque la sécurité, quand même, la règle d'or de la SNCF, et là, évidemment, dès que c'est coupé, dès que ce type de moyen de communication est coupé, tout s'arrête. Donc on est là dans une phase où, ce qui montre bien la vulnérabilité des industries en réseau à partir d'un certain moment, et c'est pas la première fois que ça se produit. Est-ce qu'à votre avis, ça peut relever d'activités terroristes ? Écoutez, Monsieur Bilger, peut-être, mais moi je ne suis pas du ministère de l'Intérieur, donc je pense que c'est qu'il faut poser la question. On est quand même sur des actes délibérés qui laissent à penser. On peut se poser la question, Jean-Michel Fauvergue. Il y a deux types de comportements. D'abord, le vol de matériaux, ça a été dit, et ça c'est pour faire beaucoup d'argent, parce que ça rapporte beaucoup. Et ensuite, il y a de plus en plus de groupuscules qui font effectivement des sabotages. Alors, on peut appeler ça du terrorisme, mais c'est des objectifs très précis, justement pour s'opposer à l'État. C'est-à-dire casser les réseaux de l'État, que ce soit les réseaux ferrés, que ce soit les réseaux téléphoniques, etc. C'est-à-dire des groupuscules qui prévoient des stratégies pour faire ça, et c'est sans doute ce qu'on a vécu là. Je serai très bref, mais mon esprit taquin me fait remarquer que ça coïncide avec une semaine de vacances, non ? Oui. Voilà. Alors, ça coïncide souvent avec un événement pour avoir un impact maximum. Là, vous avez vu qu'il y a une centaine de trains, une centaine de TGV qui sont calés, qui sont bloqués, et ce qui impacte en direct au moins 50 000 voyageurs, plus avec les gens qui sont en attente ou en correspondance. Une question, quand le conducteur du train, à quel moment il s'en rend compte ? Est-ce qu'il a le temps d'anticiper ? Comment ça se passe ? Oui, parce que dans les TGV, ils ont la répétition de la signalisation en cabine. Donc dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tout se met au rouge et ils s'arrêtent. Donc là-dessus, il y a des sécurités redondantes qui font que là, on ne risque rien. Il n'y a pas de signaux le long des voies de TGV parce que les trains vont trop vite. Les signaux sont en cabine et le chauffeur est continuellement informé de l'état de la signalisation en amont. Michel Kidor, est-ce que quand des personnes qui font des sabotages, comme on l'avait dit, comme ça, sont arrêtées, est-ce qu'elles sont durement sanctionnées par la justice, ou est-ce que les peines sont, allez, on va dire, coup-ci, coup-ça? Écoutez, je sais, mais alors là, je suis pas compétent en la matière, mais je sais que pour les actes les auteurs d'un acte de vandalisme commis l'année dernière ont été pris et ont été emprisonnés. Mais là, pour l'instant, nous nous préoccupons plutôt du sort des voyageurs, qui, il faut le dire, parce qu'il faut l'occasion de le dire ici, la SNCF les rembourse, donc ou les dédommage. Donc là-dessus, il y a une certaine sécurité. Une prise en charge, absolument. Une prise en charge. La SNCF a appris son métier. Il y a une cour d'apprentissage, mais maintenant, moi-même, j'ai eu un train supprimé il y a 8 jours à cause de la tempête, un TGV, et j'ai été remboursé dans les 48 heures. Merci en tout cas, Michel Kidor, pour votre expertise. Vous êtes vice-président de la FNOT, c'est la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Et tout de suite, et si vous étiez ministre? Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Et pourtant, il va bien falloir que vous fassiez quelque chose. Et si vous étiez ministre de la ville? Et Diane qui nous appelle de Perpignan. Bonsoir Diane. Bonsoir Madame la ministre, pardon, je vais y arriver. Quelle serait votre première proposition? Bonjour.
Bonsoir, oui. Ma proposition, avant tout, c'est d'engager un audit. Un audit par une entreprise carrément indépendante pour savoir carrément les finances qu'il y a pour pouvoir engendrer et donner des sous si on peut ou si on ne peut pas. Puis pour savoir vraiment les dettes qu'il y aura dans toutes les communes de France. Parce qu'on ne peut pas maintenant engager, faire des maisons, quoi que ce soit, des appartements et tout ça, ou les rénovations, ou donner des primes à des associations et tout ça, sans savoir maintenant où l'argent elle va. Donc les audits, ça nous permettrait de savoir. Oui, au moins de flécher en tout cas. La dette réelle. Voilà, de réelle la dette qu'il y aurait et de flécher l'argent que l'on donnerait. C'est les premières choses que je ferais, oui. Allez, Philippe Bilger, c'est pas mal. Avec cette merveille d'accent, moi je vote à fond pour cette ministre. Oui, c'est pas comme ça que ça passe. Avec Samuel. Diane, il la chasseresse à la dépense publique. Oui, c'est ça. Pas mal. Elle est Perpignan. Oui, elle est Perpignan, oui. Parole au catalan. Oui, c'est ça. Je viens de poser la question à ChatGPT. Oui. Du coup, je me suis dit, on va voir ce que ça donne, parce que j'imagine que des ministres doivent le faire. Donc, lancer un plan national de revitalisation des quartiers par l'emploi local et la dignité sociale, avec des maisons de la réussite et des impositions d'emplois locaux sur les marchés publics. Ben, écoutez, j'ai envie de dire que ChatGPT fait un meilleur boulot que nos 5 derniers ministres de la ville. Non, mais l'idée du bilan avant de l'idée du bilan avant de réinvestir, c'est quelque chose qu'on devrait faire tout le temps. Ouais. Moi, dans le livre, qu'on devrait faire sur les lois, sur plein de choses. À un moment donné, dans le livre, je donne l'exemple de la santé, le nombre de milliards qui ont été mis, qui ont été annoncés. Il n'y a jamais eu de bilan de fait sur quoi que ce soit, comment les choses fonctionnent, etc. Sur la police nationale, gendarmerie nationale, je tiens à vous dire une chose qui me semble importante dans notre pays. Si vous rajoutez police et gendarmerie avec les unités de renfort, vous êtes un des pays les plus fliqués en Europe. Et pourtant, on continue à mettre de l'argent et on continue à demander de l'argent. De la ressource. Il faut savoir, je crois que ces bilans nous permettraient de bien flécher les choses, de savoir ce qu'on a fait déjà du fric qu'on a déjà donné auparavant. Et si ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne pas. Et peut-être, avant que d'en donner de nouveau, qu'on n'a pas. C'est très étonnant d'ailleurs, parce que les pouvoirs qui veulent faire un devoir d'inventaire, sont critiqués en général comme s'ils se cherchaient par avance des excuses. Et moi, je tiens à dire, comme aujourd'hui on a un jour anniversaire, le premier plan banlieue, c'était 1977, Lionel Stoléru. Quand on voit ce que sont devenus les banlieues aujourd'hui, là, je pense qu'il faudrait faire un audit en long, en large et en travers. En tout cas, Madame la Ministre, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation au pied levé, si je puis dire, dans votre agenda de ministre. Diane. Merci, Diane. Très chargé. Très bien, écoutez, embrassez votre cabinet pour nous. Merci beaucoup en tout cas. Dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. L'État est ignoble avec nos éleveurs. On va en parler dans quelques instants. En attendant, comment transmettre son entreprise? Lui, il est landais et pas perpignanais, c'est Grégoire Darigo. Allez, à tout de suite. Fininfra Invest. Optimisez la cession de votre PME. Présente. Comment transmettre son entreprise? Céline Boissard, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes dirigeante et fondatrice de Fininfra, un cabinet spécialisé dans la cession des entreprises. Et ça tombe bien parce que c'est notre thème du jour. Avec vous, Céline, j'aimerais qu'on puisse répondre à une question que tous les dirigeants se sont sans doute déjà posée. Est-ce que c'est le bon moment pour vendre mon entreprise? Une question qu'ils se sont posées, mais ils n'ont pas forcément de réponse évidente. Justement, quelle est votre expérience sur ce sujet ? Bonjour Grégoire. Effectivement, c'est une question que les dirigeants de PME me posent fréquemment. Je les incite à observer certains indicateurs, tels que la maturité et la performance de l'entreprise, ainsi que la dynamique du secteur d'activité dans lequel elles évoluent. Le bon moment, c'est également lorsque le dirigeant est prêt à passer à l'action. Il faut savoir que vendre, c'est un acte stratégique. Il ne doit pas être une réaction aux aléas de la vie d'une entreprise, mais un moment pour la valoriser. Alors Céline, c'est quoi les signaux qui montrent qu'une entreprise est prête à être transmise ? Grégoire, parmi les principaux signaux qu'il faut retenir, je recommande d'être attentif d'une part aux performances de l'entreprise. Sont-elles stables ou en croissance sur plusieurs exercices ? Également, regarder et être attentif à la structure managériale de l'entreprise. Comment est-elle organisée ? Quid de l'autonomie des équipes et de l'entreprise vis-à-vis de son dirigeant ? Également, d'avoir une vision claire sur la suite du projet du dirigeant. Pourquoi souhaite-t-il
transmettre ou pourquoi souhaite-t-il s'adosser à un partenaire stratégique afin de poursuivre le développement de sa PME? À l'inverse, est-ce qu'il y a des moments qui sont moins propices pour cette session? Tout à fait. Il existe des moments moins propices qu'il faut savoir déceler afin d'éviter de se lancer dans un process où le dirigeant ne serait pas en position de bien valoriser sa PME. Ces signaux peuvent être une perte de vitesse, une baisse de chiffre d'affaires, des marchés commerciaux perdus par exemple, ou alors une réorganisation managériale, voire de production dans l'entreprise. Et également lorsque le dirigeant est à la veille du départ à la retraite. Il va manquer de temps. Alors justement, Céline, pour tous les dirigeants qui nous écoutent, peut-être qu'ils se demandent comment est-ce qu'ils peuvent garder la main sur ce timing. C'est important que le dirigeant puisse garder la main sur ce timing et afin de le maîtriser, je leur recommande de mettre en place des outils de pilotage d'entreprise afin de suivre régulièrement les indicateurs de performance et in fine la valorisation potentielle de celle-ci, en étant également attentif aux tendances de leur secteur d'activité et en s'entourant de conseils capables d'identifier les bonnes opportunités. Ainsi, ils anticipent et ils restent acteurs de leur transmission et ils ne sont pas de simples spectateurs. Et puis, quelles sont les situations qui fragilisent le plus une session et de votre expérience, comment est-ce qu'un dirigeant peut les anticiper concrètement ? Alors, une situation que je rencontre régulièrement, c'est d'attendre d'être à la veille de la retraite pour agir. Le bon réflexe, c'est d'amorcer sa réflexion quand tout va bien, quand l'entreprise est forte et que son dirigeant a du temps devant lui. Une seconde situation, c'est de penser que la session se décide du jour au lendemain. Et non, le bon réflexe, ce serait d'anticiper, de réfléchir à la session de son entreprise, quel que soit son stade de développement. Et enfin, rester seul dans sa réflexion. C'est risquer de passer à côté du bon timing. Et donc le bon réflexe, c'est de s'appuyer sur un regard extérieur pour croiser son ressenti et la réalité du marché. Vous voulez transmettre votre entreprise, faites-vous accompagner. Merci beaucoup Céline Boissard. Merci. Comment transmettre son entreprise? Avec Fininfra Invest, optimisez la cession de votre PME. Allez, vous restez avec nous. Je vous rappelle toujours que vous avez la possibilité de gagner une très belle montre Kelton. C'est facile. Vous voulez remporter cette très belle montre, la marque iconique pour de l'horlogerie française. C'est facile. Vous prenez votre SMS, vous écrivez Sud dessus, SUD. Vous l'envoyez au 7 20 18 par SMS et bam, c'est peut-être vous qui allez gagner. Et puis dans un instant, on va revenir après le coup de fil, le coup de gueule de Philippe David. On viendra sur cette question et cet anniversaire, les 20 ans, c'était en 2005, Philippe David, les 20 ans des émeutes, avec cette question sur la police qui reste encore toujours pointée du doigt. Oui, cette question, la police est-elle trop souvent injustement accusée? Vous dites oui à 89%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et tout de suite, le coup de gueule de Philippe David, juste après. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et ceux qui vont l'écouter religieusement autour de cette table, Philippe Bilger, bien entendu, avec Jean-Michel Fauvergue, qui vient avec son livre Ni capitulation, ni résignation, osons le courage. Et c'est chez Fayard. Samuel Botton est avec nous, expert en communication chez Step Conseil. Et tout de suite, la parole, j'ai envie de dire, est à Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher du village, ou plutôt de milliers de villages. Ces villages situés en bord de mer, dans les montagnes ou les campagnes dans lesquelles vivent nos éleveurs, qu'ils soient bovins, ovins, porcins ou avicoles. Si j'ai oublié une catégorie, quelle qu'elle soit, je vous prie de m'en excuser. Pourquoi nos éleveurs? Parce que je pense qu'on ne parle pas assez d'eux en ce moment, alors que deux catégories d'entre eux en particulier vivent une crise terrible. Commençons par les éleveurs bovins qui sont frappés par la dermatose nodulaire contagieuse, DNC, et dont certains troupeaux ont été intégralement abattus. Les articles de journaux dans lesquels ils relatent leur désespoir m'a fendu le cœur. Une situation qui rappelle,
avec une crainte bien moins importante pour la santé humaine, la crise de la vache folle, il y aura 30 ans l'an prochain. Outre les éleveurs bovins, les éleveurs avicoles sont eux aussi frappés par une maladie qui revient régulièrement, celle-ci étant transportée par les oiseaux migrateurs, la grippe aviaire. Les mots d'un agriculteur du Cher publiés dans la presse m'ont également mis les larmes aux yeux lorsqu'il raconte comment en quelques heures, on a abattu les 800 volailles, poules, poulets, coqs, dindes ou oies. Un éleveur déjà frappé pour ses ovins par la fièvre catarrhale ovine. Et en lisant ces histoires qui frappent un peu partout en France, je me suis souvenu de cet éleveur de canards du Gers qui, il y a quelques années, avait pleuré au micro de Sud Radio après qu'on ait abattu pour la 3e fois son cheptel pour cause de grippe aviaire. Et dès lors, plusieurs questions se posent. Ne va-t-on pas trop loin dans le principe de précaution? Ne pourrait-on pas éviter ces abattages massifs qui tuent des exploitations entières? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres méthodes que ces méthodes, pour le moins expéditives, tant préventivement que dans la gestion des maladies, une fois que celles-ci sont arrivées? Est-ce que l'État est irréprochable en termes de délai et de montant d'indemnisation quand il oblige un éleveur à abattre l'ensemble de son cheptel? De nombreuses questions que je me pose et pour lesquelles nous sommes des millions à attendre des réponses en pensant bien évidemment à nos éleveurs. Comme vous ne dénoncez jamais, mon cher Philippe, sans avoir de solution, à quoi pensez-vous? Le sujet est très technique. C'est pour ça que c'est différent, que ce soit la dermatose nodulaire contagieuse, la grippe aviaire qui vient par les oiseaux, la fièvre catarrhale, il y a eu aussi la fièvre afteuse à d'autres moments. C'est pas une solution unique, mais je pense que les méthodes sont trop radicales, à mon avis, de tout abattre comme ça et de laisser nos éleveurs dans le désespoir. Après, on en parlait avec Philippe hors antenne, juste avant ce sujet-là, c'est de dire il y a un accompagnement forcément psychologique de ces gens, c'est-à-dire que ils les ont élevés, même si leur faim, et on connaît leur faim, c'est d'anticiper financièrement, de leur dire voilà, on vous a bloqué une partie de l'argent, que vous pourrez vivre, parce que là, si vous n'avez plus de cheptel, de rien du tout, de quoi allez-vous vivre? C'est juste un accompagnement et d'anticipation de ça, en disant il y a un problème, on débloque un programme et puis on le met en place et on les accompagne. On les laisse pas, on arrive chez eux, tout le monde, au revoir, merci. Voilà, c'est pas possible. Et voilà, et un chèque qui n'arrive pas tout de suite. C'est comme ça que ça se passe? Oui, c'est à peu près ce qu'ils disent en tout cas. C'est à peu près ce qu'ils disent dans à peu près tous les médias. J'ai lu notamment le cas d'éleveurs du Jura qui avaient eu tout leur cheptel bovin abattu. Et je pense que par-delà l'aspect économique, etc., je pense que ça doit faire un choc aussi terrible de voir ces bêtes abattues comme ça. Toutes les bêtes. Toutes les bêtes. Du jour au lendemain. C'est votre travail. On avait plein de bêtes partout, il n'y a plus rien, quoi. C'est terrible. Et on voit qu'ils sont très impactés. Très impacté. Moi, je vous dis, ça m'a fendu le cœur. Parce qu'ils s'investissent énormément. Bien sûr. Les professions agricoles sont évidemment en détresse depuis de nombreuses années. C'est même une crise européenne, c'est-à-dire ce que vous avez évoqué en France, Philippe, vous pouvez le transposer à plusieurs pays d'Europe. Et en vous écoutant et en regardant un peu ce qui se passe, je me pose la question, est-ce que l'agriculture et ces professions-là existeront encore dans 30 ans? Alors ça, je me pose bien la question aussi. J'espère. Merci beaucoup en tout cas Philippe David d'avoir retrouvé bien entendu en podcast. Et dans un instant la question du soir sur les 20 ans des émeutes de 2005. La police est-elle trop souvent injustement accusée, Philippe? Eh bien pour le moment, vous dites oui à 89%. Et moi je le répète, je crois que la police est systématiquement accusée, même encore aujourd'hui, 20 ans après, sur les réseaux sociaux par certains députés, alors que les deux policiers mis en cause avaient été totalement blanchis par la justice. On en parle dans un instant, soyez les bienvenus. 0826 300 300. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. En tout cas, on ne sait pas si ce sont des vraies voix, mais elles comptent pour nous et pour vous, parce que je sais que vous les aimez beaucoup autour de cette table. Philippe Bilger, dans la rue, il est sympa, Philippe Bilger, en vrai. Oui, il est très sympa, en vrai. Voilà. Ah bon? Il est sympa, Philippe David. Bof. Énormément. Bof, il est super. Il est chaud. Merci. Il est super. C'est votre alter ego. Bah oui. Ce serait difficile de travailler sans lui. Vous avez quelques avantages sur lui qui tiennent à votre nature.
Par en fait, nous avons les grosseurs, mais pas au même endroit. Voilà, c'est ça. Je vous en prie. Surtout ne les perdez pas, ma chère Cécile. En revanche, Philippe, bon bref, Jean-Michel Fauvergue est avec nous, ancien député, ancien patron du RAID, avec ce livre, un peu sur une projection 2027. Hein. Exactement, ni capitulation ni résignation, sorti chez Fayard avec ce sous-titre qu'on aime beaucoup, Osons le courage. Et vous le retrouverez sur Fayard, chez Fayard, et c'est Samuel Botton qui est avec nous, expert en communication. Ça s'appelle Step Conseil. Allez tout de suite la question du soir avec sur les émeutes de 2005. La police reste encore pointée du doigt et aujourd'hui rien n'a changé, même si les faits sont établis avec cette question du soir, Philippe. 20 ans des émeutes de 2005, la police est-elle trop souvent injustement accusée? Vous dites encore et toujours oui à 89%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Madame, monsieur, bonsoir. Flambée de violence cette nuit à Clichy-sous-Bois après la mort de 2 jeunes adolescents qui, inconscients du danger, s'étaient cachés dans un transformateur EDF. Ils ont été électrocutés. Voilà à quoi ressemblait Clichy-sous-Bois hier soir. Des feux de voitures aux 4 coins de la ville, des bâtiments administratifs pris pour cible. Pompiers, bâtiments publics et surtout policiers sont les principales cibles des émeutiers. On dit le destin il a été poussé par quelque chose. C'est de la faute peut-être de la police. Allahu alam, on ne sait pas. Rentrez chez vous! Cette 11e nuit d'émeute a été aussi la plus violente. Il ne s'agit plus uniquement de banlieue. L'ensemble du territoire est concerné. Et je vous le disais, c'est en région que les incendies ont été les plus nombreux, notamment du côté de Toulouse, Rennes, Lille et Saint-Étienne. Aujourd'hui, la priorité absolue, c'est le rétablissement de la sécurité et de l'ordre public. Conseil des ministres exceptionnel ce matin. Le gouvernement va se réunir avec un jour d'avance pour réactiver une loi qui date de la guerre d'Algérie, la loi sur l'état d'urgence. Donc je pense que ça doit être une mesure exceptionnelle et nous veillerons à ce qu'elle reste exceptionnelle. En 3 semaines, la police a placé en garde à vue près de 3000 personnes. Plus de 500 ont déjà été placées en détention, dont une centaine de mineurs. Les vraies voix Sud Radio. Jean-Michel Fauvergue, alors vous êtes 89% à dire que la police est trop souvent injustement accusée. Quel souvenir vous gardez, vous n'étiez pas en banlieue à l'époque en tant que policier, de ce qui s'est passé il y a 20 ans? Et est-ce que vous avez eu le sentiment que les policiers étaient accusés de manière injuste? Alors, moi, je n'étais pas en France, j'étais en coopération au Gabon, oui. Mais j'ai effectivement suivi ces émeutes-là de très près, et bien évidemment que, comme habituellement, j'allais dire usuellement, les policiers ont été accusés de tous les maux. La problématique dans une émeute urbaine, et on en a eu bien d'autres après ça. Hein, bien sûr. Dans une émeute urbaine, l'idée c'est de faire du maintien de l'ordre en évitant. Là, c'est 300 communes qui sont impactées. Hein, oui, par, en évitant le plus possible d'avoir des blessés et voire pire. C'est ce qui avait été le cas. C'est-à-dire il y a eu des blessés certes, mais il n'y a pas eu des morts aussi. Il y a des morts, pas pendant le maintien de l'ordre. Hein. Ah non, mais non, je veux dire des dommages collatéraux. Oui, un qui a été tabassé parce qu'il voulait éteindre, je crois, un incendie de voiture, et 2 autres qui étaient morts intoxiqués. Voilà. Alors, la problématique, c'est qu'effectivement, on a pris l'habitude dans ce pays, on a inversé les choses. On prend l'habitude de dire que les violences, c'est la faute des flics, les agressions, c'est la faute des victimes, etc. Il y a quand même quelque chose qui va pas très bien dans ce pays. Hein. J'ai été frappé, je me rappelle parfaitement les événements d'il y a 20 ans. Hein. C'était très dur, Sarkozy a été remarquable à l'époque, mais je suis frappé par 2 choses. À chaque fois que la police est amenée à faire usage de la force légitime parce qu'elle a face à elle une résistance, on peut être à peu près sûr qu'elle sera présumée coupable. C'est toujours la police qui est présumée coupable. Et deuxième élément que j'ai vu à propos de ces événements d'il y a 20 ans, il y a des sociologues qui se demandent, par exemple, pourquoi les personnes racisées veulent échapper au contrôle, et les sociologues disent, naturellement, c'est parce qu'ils ont peur des violences policières. Et si on se demandait peut-être, après tout, si elles n'avaient pas peur d'être contrôlées. Donc à chaque fois, c'est la police qui est mise en cause. Samuel Botton. Non, je pense qu'il faut
il faut remettre un peu de clarté dans ce débat, c'est-à-dire d'un côté prendre en compte que un policier, c'est un représentant de l'ordre, c'est un représentant de l'État. Il a une mission première qui est de protéger les citoyens. Et derrière, il faut se mettre de l'autre côté du miroir, à savoir celui du citoyen qui, c'est pas moi qui le dis, c'est différents rapports et sondages qui sont faits, il y a une rupture de confiance avec les figures d'autorité. Pour plein de raisons que je développerai pas forcément ici parce qu'on n'a pas le temps, mais qui montrent que aujourd'hui la population a du mal à faire confiance à ce qui devrait être son premier relais au sein de la société. La police. C'est-à-dire aujourd'hui, quand vous avez un problème, c'est à eux que vous vous adressez, c'est eux qui viennent en renfort. Et on peut aussi avoir le droit de dire que par moment, la police a eu des manquements. Je pense plus récemment, alors on a beaucoup parlé de 2005, moi 2005 j'avais 13 ans, donc mon souvenir n'intéresse personne. Par contre, Michel Zickler, j'ai encore les idées très claires là-dessus, et s'il n'y avait pas eu de caméra de surveillance, Dieu seul sait ce qui se serait passé ce jour-là. On n'a pas tout montré. Attention, je veux juste être très précis, je ne dis pas tous pareils. Je dis, il existe des dérives et aujourd'hui, il faut se poser la question de comment on rétablit le lien. Et il y a plusieurs idées qui ont été tenues. C'est-à-dire l'idée d'un récipicé après un contrôle de police, le fait que tous les policiers puissent être équipés de caméras sur ces phases de contrôle et dans des zones sensibles pour protéger les citoyens, mais aussi pour protéger les policiers. Pour qu'on voit la réalité de terrain. Et si les citoyens étaient coupables de cette rupture de confiance, et si c'était pas la police? J'ai envie de dire que les citoyens, ils ont applaudi les policiers il y a quelques années. On en a parlé. Vous y étiez en première loge, c'est-à dire après le Bataclan, c'était des circonstances exceptionnelles. Je pense, de rentrer dans le débat, qu'il y a une majorité de gens silencieuses qui est là lorsqu'il y a des attentats et qui se tait quand. Justement, c'est ce que j'allais dire, parce que le discours de Samuel tendrait à penser qu'une majorité de gens sont contre la police. Non, une majorité de gens. Et pour la police, dans les divers sondages qui se perpétuent au fur et à mesure du temps. Donc, et puis la problématique, c'est pas que parce que vous avez visé deux catégories de personnes, les flics d'un côté et la population, les citoyens de l'autre. Mais vous avez oublié les agresseurs et vous avez oublié les bandits et vous avez oublié ceux qui tuent. Ça, c'est leur pour moi, c'est leur travail quotidien. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Non, mais pendant les émeutes, je vous dis. Je vais essayer de me tenir à distance justement de ce débat. Les policiers interviennent pendant les émeutes. Ils interviennent sur ce genre de personnes-là. Mais il faut savoir aussi que policier, quand vous êtes policier, quand vous êtes gendarme, vous êtes l'éboueur de la société. C'est-à-dire que vous voyez des choses que personne d'autre ne voit. Et vous êtes en stress permanent. Et on exigerait du policier qui est en stress permanent, en particulier sur des interventions de ce type-là, qu'il soit un surhomme et qu'il arrive à réagir de manière dont nous, on n'est pas capable de réagir. C'est impossible. Et puis, alors je vous rejoins sur quelque chose. Quand il y a des violences illégitimes, bien évidemment qu'il faut travailler sur les violences, mais vous avez toute une hiérarchie, en particulier les commissaires de police, en particulier les officiers de gendarmerie, qui est là aussi pour surveiller ça et qui est là pour pour initier des procédures. Il y a beaucoup de procédures internes. La police est le corps le plus surveillé, l'IGPN, le corps le plus surveillé de toute la fonction publique. Et donc, du coup, on est sur une police qui est fortement républicaine. Je rajouterai à ça, Samuel, que la police, en particulier la police, est le creuset dans cette société-là d'intégration. La police, les policiers viennent de partout, de toutes origines. Hommes-femmes, on a à peu près, alors on n'est pas à l'égalité des hommes-femmes, mais on doit être à 42% de femmes dans la police. La police est vertueuse de ce point de vue-là. Et donc je pense que cette idée de répandre, il faut le voir autrement. Et pour terminer, je dirais qu'on a un vrai gros problème ces derniers temps, c'est que on a des hommes et des femmes politiques qui se sont mêlés à la danse, en particulier du côté de LFI, en disant que la police tue, en disant que la police fait des... Et pas que, il y a aussi des ONG et qui en ont même créé des slogans qui disent que c'est une violence systémique. Alors en répandant un système à penser comme ça, je pense qu'il faut rétablir les choses et on a inversé les valeurs. Et ce sera l'occasion d'un autre débat, bien entendu. Merci. Et tout de suite, Sud Radio fait sa transat. Sud Radio fait sa transat. Et c'est une grande fierté pour nous, Sud Radio, d'être le partenaire de l'équipage Rêve à perte de vue sur la Transat Café L'Or Le Havre Normandie. Nous en sommes très très fiers, en tout cas, de cette belle aventure humaine et sportive. François-Louis. Absolument, Cécile. Sud Radio largue les amarres, on peut le dire. Direction la Martinique, au départ du Havre hier, dans la catégorie des classes 40 de la Transat Café L'Or. À son bord, un duo hors du commun, puisqu'on a Joël Paris, qui est skipper malvoyant, et Goulven Marie, qui est navigateur expérimenté. En
Ensemble, ils veulent franchir l'Atlantique, mais aussi les préjugés. Et ce n'est d'ailleurs pas une première pour Joël Paris, puisqu'il a déjà été engagé sur cette mythique traversée en 2023, il y a donc 2 ans. Et il va nous partager depuis son bateau sa première nuit qui a été quelque peu agitée. On écoute ça. On a passé notre première journée, en l'occurrence notre première nuit. La première nuit a été compliquée. Ouais. En fait, on avait une belle brise, on appelle ça. Il y avait beaucoup de vent, il y avait 35-40 nœuds. Il y a eu de la casse, pas chez nous, mais chez les petits copains. Nous un peu, mais c'est partie du jeu. Ouais, donc la nuit, c'était gérable, mais c'était viril, comme on dit, musclé. Voilà, viril, musclé. Vous l'avez entendu d'ailleurs, les vagues qui frappent contre la coque. C'est tout petit, hein, les classes 40, c'est la plus petite catégorie de bateaux. Et d'ailleurs, moi, je me suis posé la question, et on lui a posé la question, comment on fait en fait pour dormir comme ça quand on est 2 sur un aussi petit bateau, et il va nous expliquer. On dort comme on peut. Cette première nuit, de toute façon, moi j'ai un mal fou à dormir, je suis tendu. Mais en général, on fait des pauses, des quarts, on appelle ça de 1h30. L'un travaille et l'autre va dormir et se reposer. Mais cette nuit-là était particulière parce qu'on n'a jamais vraiment dormi. On a somnolé, mais on n'a pas vraiment dormi. Voilà, somnolé mais pas vraiment dormi. C'était une première nuit très agitée, comme on l'a pu entendre, Cécile. En tout cas, on découvrira la suite demain, puisqu'on va les suivre jusqu'à l'arrivée. Et on sera ravis de les accompagner. Merci beaucoup, François Libre. Je rappelle Jean-Michel Fauvergue. Ni capitulation, ni résignation, osons le courage, aux éditions Fayard. C'est quelque chose, un livre qui marche plutôt bien, avec cette marche à franchir peut-être pour 2027. Avec des vraies solutions. Oui, c'est un programme politique présidentiel et c'est pour ça que je me suis déclaré pour la présidence de la République. On verra comment les choses vont évoluer maintenant. Philippe Bilger. Je pensais à cette formidable aventure. Est-ce que vous nous autoriserez toutes les dérives sur le plateau? Pas mal. Vous avez le vent en poupe, Philippe. Mais ou de face. Ne touche pas le fond. Parfois, il y a le vent de face. Je vous mettrai en cale. Ça y est, on les a toutes faites. Merci beaucoup. On n'a pas encore largué les voiles. Restez avec nous. Merci beaucoup, en tout cas, Philippe Bilger, merci Jean-Michel Fauvergue, merci Samuel Botton, mais le 0826 300 300 a sonné. Et nous allons direction Grisol, qui est dans le Tarn-et-Garonne. Bonsoir, chère Caroline. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, Caroline? Eh bien, ça va, je rentre du boulot, du coup je vous écoutais. J'espère que vous allez continuer très longtemps à parler sans filtre comme je le fais toute la journée. Et puis voilà, je suis contente du coup. Eh ben, je voulais prendre des pincettes pour vous dire que vous allez être la grande gagnante. Mais non, vous êtes la gagnante tout court. Caroline, on est très heureux, en tout cas, à l'occasion de ces 70 ans de la marque Kelton et du changement d'heure ce week-end. Voilà, c'est bien dans ce sens-là aussi. Kelton, c'est la marque iconique pop de l'horlogerie française pour affirmer votre style et être toujours à l'heure. C'est le principe d'une montre, c'est d'être à l'heure, en tout cas. Merci, Caroline. Vous faites quoi dans la vie? Je suis vendeuse dans une jardinerie. Là, j'adore ça. Vous avez la main verte alors. Voilà. Alors, en ce moment, c'est rayon Noël, je m'éclate. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qu'on achète à Noël? Un peu de tout. On a le traditionnel quand même, beaucoup rouge et vert. Oui. C'est une race traditionnelle quand même. Le jardin, ma passion absolue. Merci en tout cas. Vous restez avec nous. Dans un instant, on va parler d'engagement, Philippe David. Oui, on va parler d'engagement avec nos amis du G500 citoyens Aurélie Gros et Stéphane Pellet. Le retour. Voilà. Et on se retrouve tout de suite. Et même si vous voulez réagir, au 0826 300 300. Et on fait une pause, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.